Alors dans cette deuxième partie du premier cours, on va s'intéresser à tous les phénomènes de changement de phase qui sont des phénomènes particulièrement importants en thermodynamique et que l'on retrouve fréquemment dans les machines thermiques. Alors vous connaissez tous la notion de phase, les trois phases qui sont les solides, les liquides et les vapeurs, les gaz. Et ce qui est intéressant et qui est particulièrement utilisé dans les machines thermiques sont les phénomènes de transition entre une phase et une autre. Donc vous connaissez également le nom de ces différentes transitions, la fusion, la condensation, etc. etc. Ce qui va être intéressant à retenir, important à retenir aujourd'hui, c'est la notion de lien entre les pressions et les températures dans ces conditions-là. Donc sur ce diagramme, donc pression, température, vous avez de représenter différentes lignes de transition de phase. Donc ici, la ligne de transition solide-vapeur, celle-ci. Ensuite, la ligne de transition liquide-vapeur. Et cette ligne ici, la ligne de transition solide-liquide. Donc ces trois phénomènes peuvent exister et peuvent être utilisés dans des machines thermiques. Mais la transition qui est la plus fréquemment utilisée est la transition de la phase liquide à la phase vapeur. Vous connaissez tous le principe de la pompe à chaleur dans laquelle on a à la fois une évaporation et une condensation qui sont donc deux changements de phase, liquide-vapeur et vapeur-liquide. Donc ce qui est important à retenir, c'est que cette transition liquide-vapeur se fait donc selon cette courbe, par exemple. Ici c'est une courbe très générale, mais lorsqu'on considère un fluide particulier, on peut tracer cette courbe. Et il y a donc un lien direct entre une température de changement de phase liquide-vapeur et la pression correspondante. Donc à une pression de changement de phase correspond une température de changement de phase et une seule, et vice-versa. Et ces pressions et ces températures où ont lieu le changement de phase s'appellent les pressions et les températures de saturation. Et ces pressions et températures de saturation sont définies en fonction l'une de l'autre. La loi qui relie l'une à l'autre s'appelle la loi de Clausius-Clapeyron. Donc si on prend un exemple de transition liquide-vapeur, vous avez de représenter ici dans ce diagramme température, volume spécifique, la transition ici de l'eau, c'est un exemple avec de l'eau, donc une transition à pression constante. Donc l'ensemble de ces diagrammes est représenté à une pression de 1 atmosphère, donc la pression atmosphérique. Donc dans ce cas, on considère une certaine quantité d'eau que l'on positionne donc à une température de 1 atmosphère, à une pression de 1 atmosphère et une température de 20 degrés. Et donc cette quantité d'eau prend un certain volume que l'on peut ramener au volume spécifique correspondant, volume massique correspondant. Si l'eau est à 20 degrés à 1 atmosphère, cette eau n'est pas dans des conditions de saturation, c'est-à-dire que à 1 atmosphère et à 20 degrés, l'eau est sous forme de liquide pur que l'on appelle liquide sous-refroidi puisqu'il est à une température plus faible que la température de saturation. Donc, dans l'ensemble de la transformation qu'on va regarder, l'évolution qui est représentée là, on chauffe cette quantité d'eau et on va faire varier le volume correspondant, puisque le piston qui est situé là peut se déplacer théoriquement sans frottement à l'intérieur du cylindre. Et on va maintenir ainsi la pression égale, la pression de 1 atmosphère lors de l'ensemble de la transformation. Lorsque l'on chauffe donc un liquide sous refroidi, donc par exemple ici de l'eau, sa température va tout d'abord augmenter. On retrouve ceci sur le diagramme ici. À partir du point 1, on passe au point 2 en augmentant la température du fluide. Cette augmentation de température met en évidence l'échange de chaleur qui s'est réalisé sous forme de chaleur sensible.
vous connaissez la différenciation entre la chaleur sensible et la chaleur latente. Ici, lorsque on est uniquement en phase liquide et qu'on a une augmentation de température, on est bien sous la forme d'une chaleur sensible et la quantité de chaleur échangée va être de la forme quelque chose, c'est P delta T. On y reviendra plus loin. Ensuite, on observe une légère augmentation du volume spécifique du liquide lors de cette transformation. En effet, lorsque l'on chauffe un fluide, a priori, il va se dilater, mais dans le cas des liquides, cette dilatation est relativement minime et en général quasiment négligeable. Ici, sur ce diagramme, on a représenté quand même une augmentation du volume spécifique, mais souvent en thermodynamique, comme en mécanique des fluides, on peut faire l'hypothèse que sur des liquides, on est sur des fluides incompressibles. Donc ici, on représente une légère dilatation du fluide, mais on peut faire l'hypothèse que l'augmentation de température se fait aussi à volume constant si on veut être un petit peu moins précis, si on accepte d'être un petit peu moins précis. Une fois qu'on atteint pour l'eau une température de 100 degrés, à la pression de l'atmosphère, cette température de 100 degrés correspond à la température de saturation. Et donc, on atteint l'état 2, qui est l'état qu'on appelle liquide saturé, puisque le liquide, dans ces conditions, va être à l'équilibre avec la phase vapeur, et on va voir, lorsqu'on est en liquide saturé, apparition de la toute première microbulle de vapeur d'eau à l'intérieur de notre cylindre. Donc l'état de saturation, c'est un état où on a présence à la fois de liquide et de vapeur à l'équilibre thermodynamique. Et le cas extrême de liquide saturé, donc on est toujours à saturation, mais on est uniquement sous forme liquide et on est juste à la transition entre le liquide sous-refroidi et le mélange réel liquide-vapeur. Donc on peut être juste avant l'apparition de la première microbulle ou juste après l'apparition de la première microbulle à ce point-là. Lorsque l'on atteint cette saturation dans la transformation, on voit que la température va se stabiliser avec cette fois-ci une augmentation très importante du volume spécifique. Pourquoi est-ce que cette température se stabilise ? Eh bien, puisque lorsque l'on continue à chauffer l'eau, cette eau ne va plus augmenter en température, mais va changer de phase, donc va passer progressivement de la phase liquide à la phase vapeur, en ayant un mélange de plus en plus contenant de plus en plus de vapeur. Et ce phénomène de changement de phase se réalise à température constante si la pression est également maintenue constante, ce qui est le cas dans notre exemple. Donc à une pression donnée, le changement de phase se fait à une seule température, la température de saturation qu'on a définie juste avant. Et cette température unique va se maintenir jusqu'à ce que le mélange ne contienne plus que de la vapeur. Donc l'ensemble de ces états que l'on retrouve entre le liquide saturé et l'autre état extrême qui s'appelle vapeur saturée, c'est ce qu'on appelle la saturation. Donc souvent, vous avez en tête que la saturation, c'est soit du liquide saturé, soit de la vapeur saturée, mais dans l'ensemble de la transformation, à partir du moment où on a du liquide saturé et de la vapeur saturée, un mélange, on appelle ça aussi la saturation. Donc on est à saturation sur l'ensemble de la transformation, et petit à petit, le titre, on va revenir à la notion du titre juste après, le titre en vapeur va augmenter de 0 à 1, donc de 0% de vapeur à 100% de vapeur. Et cette transformation se fait à température constante, avec une augmentation évidemment très importante du volume spécifique, puisque le volume spécifique de la phase vapeur est beaucoup plus important, en ordre de grandeur 1000 fois plus important que le volume spécifique du liquide. Une fois qu'on a atteint donc l'état 4, qui est représenté ici, on n'a plus aucune présence de liquide dans le cylindre, et c'est ce qu'on appelle l'état de vapeur saturée. Donc cette vapeur saturée, c'est une vapeur qui est dans les conditions d'équilibre avec le liquide saturé, mais dans lequel soit on n'a plus
du tout de liquide, mais on vient de voir disparaître la dernière microgoutte, soit on a encore une dernière microgoutte de liquide et elle est sur le point de disparaître. Donc c'est vraiment un état de transition, cet état de vapeur saturée qui est encore à l'équilibre thermodynamique avec le liquide, mais on n'est pas sur de la vapeur surchauffée. Et cette vapeur surchauffée, on la voit apparaître ensuite entre l'état 4 et l'état 5. Donc, je reviens entre l'état 2 et l'état 4. Ici, la chaleur qui a été transmise à l'eau a été transmise sous forme de chaleur latente. Cette fois-ci, la chaleur qui est mise en jeu lors d'un changement de phase s'appelle chaleur latente. Ici, chaleur latente d'évaporation de l'eau. Une fois qu'on a donc atteint l'état de vapeur saturée, cette vapeur qui n'est plus que sous forme de vapeur va cette fois-ci, si on continue à la chauffer, voir sa température augmenter. C'est ce qu'on a entre l'état 4 et l'état 5 ici. On retrouve une augmentation de la température de notre eau et donc le phénomène que l'on obtient est de nouveau sous forme de chaleur, cette fois-ci sensible. Lorsque l'on chauffe de la vapeur qui était initialement saturée, elle reste évidemment sous forme de vapeur, et cette fois-ci on retrouve la vapeur sous forme d'état de vapeur surchauffée parce qu'elle est à une température supérieure à sa température de saturation à la pression qui nous intéresse. Alors ces états de changement de phase, ces états de saturation peuvent être représentés dans un certain nombre de diagrammes thermodynamiques. Et ici, vous avez l'exemple du diagramme pression-volume spécifique, donc ici dans un cas très général, et ici dans un cas particulier, l'exemple du dioxyde de carbone. Donc sur ces diagrammes, par exemple pression-volume spécifique, on représente ce qu'on appelle les courbes de saturation, qui représentent les états d'équilibre qu'on a vu juste précédemment pour les différents phénomènes de changement de phase. Alors, le phénomène qui va nous intéresser particulièrement en thermodynamique, je l'ai dit tout à l'heure, c'est le phénomène de transformation liquide-vapeur. Et la courbe de saturation correspondante, elle est représentée ici. Voilà, sur cette courbe-là. Les autres transformations, par exemple ici, solide-gaz, liquide-gaz ou solide-liquide, vont être d'un intérêt moins important puisque la phase solide est très peu présente dans les machines thermiques. Et donc en général, on ne s'intéresse pas, ou on s'intéresse plutôt rarement à ce type de phénomène. Donc celle qui va nous intéresser le plus souvent, c'est cette courbe de saturation-là, qui représente les changements de phase entre le liquide et la vapeur. Donc par rapport à cette courbe, on en distingue également deux parties. Une partie montante ici sur la gauche, qui est ce qu'on appelle la courbe de liquide saturé, qui représente la transition entre la phase liquide pure, à gauche, et la phase où on a apparition de vapeur dans le mélange, la phase d'apparition de vapeur dans le fluide. Donc la partie gauche, c'est la transition de la phase liquide à la saturation. La deuxième partie de la courbe, c'est la partie de droite, ici la partie descendante, dans laquelle on a représenté, pour laquelle on a représenté la transition entre la saturation et la phase purement vapeur. Donc cette courbe-là s'appelle courbe de vapeur saturée, et l'ensemble des états que l'on retrouve en dessous de cette courbe de saturation, donc tous ces états de mélange liquide plus vapeur, ces états d'équilibre thermodynamique sont des états de saturation, ici liquide saturé, ici vapeur saturée, et là en dessous liquide plus vapeur, le tout saturé. Donc à noter que le point ici que vous retrouvez tout en haut de la courbe de saturation, c'est le point critique à partir duquel on voit apparaître au-dessus le fluide à l'état supercritique que nous n'allons pas étudier ici dans ce cours. Donc un exemple particulier de fluide, le CO2, pour lequel on a représenté encore la courbe de saturation ici, mais uniquement la courbe de saturation liquide-vapeur.
Donc sur ces diagrammes pression-volume spécifique, on peut par exemple représenter des isothermes. Donc ici vous avez les courbes en noir, qui sont des isothermes, par exemple l'isotherme à 50 degrés, à 40, etc. Et ce que l'on observe, c'est bien en dessous de la courbe de saturation, à une pression donnée, une température et une seule de saturation. Donc par exemple ici il y a une pression à peu près de 50 bars. La température de saturation du CO2 est à peu près de 13 degrés Celsius. Et tant que le fluide n'a pas changé d'état, eh bien on a cette température qui reste constante sur l'ensemble du phénomène. Donc j'ai déjà parlé de la notion de chaleur latente précédemment. Donc on a déjà vu que c'est la chaleur qui est dégagée entre l'état de liquide saturé et l'état de vapeur saturée, si on s'intéresse à ce phénomène-là. Et une notion importante, c'est la notion de titre. Donc dans l'ensemble de ce cours, ce que j'appellerai titre, ce sera le titre en vapeur uniquement. Hein. Bon, je sais qu'en chimie, il y a d'autres façons de qualifier les titres. Ça peut être le titre en un composé chimique particulier, ça peut être le titre en vapeur, ça peut être le titre en liquide. Ici dans ce cours, ce que j'appellerai titre, ce sera systématiquement le titre qu'on utilise le plus en thermodynamique, c'est le titre en vapeur qui représente la proportion de vapeur dans un mélange liquide-vapeur et sera noté X et donc défini comme la masse de vapeur sur la masse totale, soit d'un liquide, soit d'une vapeur, soit d'un mélange. Et donc ce titre X va varier, peut varier entre 0 et 1. 0 lorsque le liquide est sous-refroidi ou liquide saturé. 1 lorsque la vapeur est saturée ou vapeur surchauffée. Et strictement compris entre 0 et 1 lorsque l'on est dans un état de saturation, donc avec un mélange liquide-vapeur. Alors, ce qu'il est particulièrement important de savoir faire lorsqu'on étudie des phénomènes de transformation thermodynamique qui mettent en jeu des changements de phase, c'est de caractériser les grandeurs représentatives de l'état de notre fluide lorsqu'il est saturé. Donc cette caractérisation se fait à partir du titre X que l'on a défini juste précédemment. Donc je vais prendre l'exemple ici d'une transformation de l'état 1 à l'état 2 que l'on a représenté dans le diagramme température-volume spécifique. On voit que l'état 1 est un état de saturation où on a présence à la fois de liquide saturé et de vapeur saturée puisqu'on se retrouve en dessous de la courbe de saturation qui est représenté ici par la courbe rouge. Et l'état 2 est également à saturation, puisqu'on est également en dessous de la courbe de saturation. Alors, entre l'état 1 et l'état 2, a priori, on a chauffé le fluide, puisque sa température a augmenté. Et par conséquent, on voit que la proportion de vapeur dans le mélange a également augmenté. Pour l'état 1, on se retrouve à peu près à équidistance de la courbe de liquide saturé et de la courbe de vapeur saturée, donc on peut imaginer que le titre est pas loin de 50%. Par contre, à l'état 2, on voit que le point est plus proche de la courbe de vapeur saturée que celle de liquide saturé, et par conséquent, on peut imaginer que le titre est supérieur aux 50% du K1. Du coup, si par exemple on veut calculer la chaleur échangée dans la transformation de 1 à 2, on peut avoir à passer par le calcul des enthalpies du mélange en 1 et enthalpie du mélange en 2. Pour calculer l'enthalpie totale du mélange au point 1 et au point 2, il va falloir utiliser ce type de relation qui est relativement évidente mais qu'il faut savoir manipuler. Ici, dans cette relation, car ça représente une caractéristique globale, une caractéristique qui peut être l'enthalpie, qui peut être l'énergie interne, qui peut être l'entropie, qui peut être l'exergie, etc., etc. Donc la caractéristique du mélange total au point 1 par exemple, va être la moyenne pondérée de la caractéristique de vapeur saturée du mélange correspondant. Donc si on raisonne sur l'état 1, la caractéristique qui nous intéresse ici, c'est l'enthalpie. Donc je vais devoir entrer dans cette équation l'enthalpie de vapeur saturée à l'état de vapeur saturée qui correspond à la même température et donc à la même pression que l'état 1. Et dépend également de l'enthalpie du liquide saturé
correspondant, donc liquide saturé correspondant, à la même température et à la même pression que l'état 1. Et donc on pondère ces enthalpies de vapeur et ces enthalpies de liquide saturé par la proportion de vapeur et par la proportion de liquide correspondant. Puisque 1 moins X, c'est bien la proportion de liquide du mélange. Et donc à partir de ces caractéristiques de vapeur saturée et de liquide saturé, on peut déterminer la caractéristique du mélange global en 1. Et on peut faire exactement la même chose pour le point 2 et on peut faire exactement la même chose pour l'énergie interne, pour l'enthalpie, etc. Pour l'entropie, etc. Pardon. Il faut également pouvoir manipuler cette équation de façon inverse, c'est-à-dire qu'à partir d'une donnée que l'on obtient, si je savais que l'enthalpie du point 1 était de 4612 kJ par kilogramme, à partir de cette valeur-là, je dois être capable de caractériser l'état de mon fluide et en particulier de calculer le titre de mon fluide. Donc je reprends cette même corrélation, mais en l'utilisant en mettant en évidence le facteur X, donc le titre, en l'isolant dans l'équation précédente, je vois que le titre de mon fluide, si je connais les enthalpies de mon mélange, ici, caractéristique ce serait l'enthalpie, caractéristique totale de mon mélange, je peux déterminer, si je connais aussi une autre grandeur caractéristique de mon fluide, donc soit la pression, soit la température, je peux déterminer la caractéristique de liquide saturé correspondant, donc l'enthalpie de ce point-là, l'enthalpie aussi de la vapeur saturée de ce point-ci, et à partir de cette corrélation, déterminer le titre de mon mélange à partir de sa donnée d'enthalpie et des données d'enthalpie de liquide saturé, de vapeur saturée, à la même pression et à la même température. Donc il faut savoir manipuler ce type de corrélation et bien avoir compris que la caractéristique thermodynamique d'un mélange est une moyenne pondérée des caractéristiques thermodynamiques des vapeurs saturées et liquides saturés qui le composent. Alors, pour déterminer les caractéristiques dont on vient de parler, on va devoir utiliser ce qu'on appelle les tables thermodynamiques. Donc, ces tables thermodynamiques, on les retrouve dans la littérature scientifique, par exemple dans des bouquins de thermo. Et la première chose à faire pour utiliser ces tables, c'est de savoir si on est à saturation ou pas. Donc si vous savez que vous êtes à saturation, vous allez commencer par utiliser la table de saturation évidemment. Si vous êtes en liquide sous-refroidi, vous prendrez une autre table qui correspond à cet état-là. Et si vous êtes en vapeur surchauffée également. Donc les tables de liquide sous-refroidi et vapeur surchauffée, on les verra à la slide juste après. Donc si vous savez que vous êtes à saturation, vous avez soit un liquide saturé, soit une vapeur saturée, soit un mélange des deux. Alors, vous utilisez cette table-ci. Vous avez ici deux exemples de table de saturation pour l'eau. Et en fonction de la grandeur qui vous intéresse, ce que vous souhaitez calculer, vous allez utiliser plutôt une table ou plutôt une autre. Ici, vous avez deux exemples que l'on retrouve dans deux livres différents, dans lesquels vous avez des grandeurs différentes. Par exemple, celle-ci, vous avez le volume spécifique, la capacité calorifique, la viscosité, etc. Alors que dans celle-là, vous avez de nouveau le volume spécifique, mais plutôt l'énergie interne, l'enthalpie et l'entropie. Donc en fonction de ce que vous voulez calculer, vous allez prendre telle ou telle table. Dans ces tables, vous avez une seule entrée en température et en pression. Pourquoi? Parce qu'on a vu qu'à une température de saturation correspond une pression de saturation, et une seule. Donc que vous ayez la donnée de température ou la donnée de pression, vous pouvez utiliser cette table et vous savez que vous êtes sur telle ou telle ligne de la table. Sur ces tables, ce que l'on voit également, c'est qu'en général, pour chaque grandeur, on a deux colonnes. Donc deux colonnes. La colonne de gauche correspond en général à la valeur du liquide saturé, et la colonne de droite correspond à la vapeur saturée à la même température et à la même pression. Évidemment, le liquide et la vapeur n'ont pas du tout les mêmes ordres de grandeur ou n'ont pas du tout les mêmes valeurs de caractéristiques. Ce qu'il faut également savoir utiliser, c'est de bien lire ce que l'on a réellement dans les colonnes et de bien lire les puissances que l'on retrouve en tête de colonne assez souvent sur ce type de table. Donc ici par exemple, si on regarde le volume spécifique, ce qu'on lit dans la colonne, c'est le volume spécifique, ici colonne de gauche, du liquide saturé, qui a été multiplié par 10 puissance 3.
Ça veut dire que moi, si je veux connaître la valeur du volume spécifique de l'eau à, par exemple, 280 Kelvin, sur cette ligne, je vois que c'est 1 qui a été multiplié par 10 puissance 3. Ça veut dire que le volume spécifique de l'eau liquide à 280 Kelvin, c'est 1 10 puissance moins 3. Il faut bien faire la transposition. Il ne faut pas reprendre la valeur qui est là et la rajouter derrière le chiffre. Il faut prendre l'inverse de ce qui est marqué là. Donc, on retrouve bien la notion qu'à 280 Kelvin, donc pas très loin des températures usuelles ambiantes, on a un volume spécifique de l'eau liquide qui est de 1,10-3 m3 par kilogramme, ce qui correspond à 1000 kg par mètre cube, donc l'inverse du volume spécifique. Alors si on n'est pas à saturation, bien sûr on n'utilise pas les tables de saturation pour déterminer les caractéristiques du fluide. Et donc il faut utiliser d'autres tables. Vous avez l'exemple ici pour l'eau, de tables de vapeur surchauffée et de la table de ce qu'ils appellent de l'eau comprimée qui correspond à la table de liquide sous refroidi. Et dans ce cas-là, donc les tables sont à 2 entrées. En général, les températures correspondent aux lignes et les pressions correspondent aux colonnes. Et pourquoi cette fois-ci on a 2 entrées? Parce que on n'a pas, lorsqu'on n'est pas à saturation, de correspondance entre une pression et une température de saturation. On sait qu'à saturation, à une pression donnée, on a une seule température possible et vice-versa, mais lorsqu'on est sous refroidi ou surchauffé, c'est pas le cas. Donc par exemple, si vous avez de l'eau à 1 bar, donc ce qui correspond ici à 0,1 mégapascal, vous savez que vous pouvez avoir de la vapeur surchauffée à différentes pressions, à différentes températures. Donc ici, 150 à 1300 dans cette table-là sont indiqués. Et donc en fonction de la température à laquelle vous vous trouvez, vous pouvez lire les valeurs d'énergie interne, d'enthalpie et d'entropie. À noter que sur ces tables, ce qui est en général indiqué à côté de la pression indique la valeur de la température de saturation correspondante. Alors pour ces tables, à la fois les tables de saturation et les tables de liquide sous refroidi et de vapeur surchauffée, vous pouvez également utiliser une donnée en ligne qui est relativement utile, qui est indiquée ici, qui est un site internet gratuit dans lequel vous pouvez retrouver pour un certain nombre de fluides assez classiques les grandeurs directement de l'enthalpie, de l'énergie interne, etc., d'un fluide qui peut être intéressant, qui peut sur lequel vous faites des calculs, et vous retrouvez directement en ligne ces grandeurs plutôt que d'avoir à chercher des tables dans la littérature. Alors, ce à quoi il faut faire attention lorsqu'on utilise ces tables thermodynamiques, et en particulier ces tables de saturation, c'est de ne pas mélanger des données qui viennent d'une table avec des données qui viennent d'une autre table, ou plus généralement, des données qui viennent d'une référence avec des données qui viennent d'une autre référence sans avoir fait un minimum de vérification. La vérification qu'il faut faire, c'est la donnée du point de référence pour lequel, par exemple, on a pris l'enthalpie qui est nulle. En effet, en thermo, l'enthalpie, l'entropie, l'énergie de Gibbs, etc. sont des grandeurs qui sont définies à partir d'une référence où on fixe ces grandeurs nulles arbitrairement. Et cette notion d'arbitraire est très importante, puisque en fonction d'un auteur ou d'un autre, ils ne vont pas forcément prendre l'enthalpie qui est nulle au même endroit, typiquement. Donc, pour vous illustrer ça, on peut prendre l'exemple que vous avez vu l'année dernière en TP de thermodynamique en S6, dans lequel vous étudiez le fréon. Et si on utilisait le diagramme, on trouvait ces données-là pour la valeur de liquide saturé et vapeur saturée. Et si on utilisait une table thermo, qui était aussi donnée dans le TP, eh bien on obtenait plutôt ces valeurs-là pour l'enthalpie de liquide saturé et cette valeur-là pour les valeurs de vapeur saturée. Et vous voyez que ce n'est pas du tout les mêmes valeurs que l'on prenne l'une ou l'autre des ressources.
Donc pourquoi c'est pas grave en général? Parce que lorsqu'on fait des calculs en thermo, souvent, sur l'enthalpie notamment, on raisonne sur des différences. Lorsque vous utilisez le premier principe de la thermodynamique sur lequel on reviendra la prochaine fois, on retrouve finalement des différences d'enthalpie H2 moins H1. Et dans ces cas-là, lorsqu'on calcule des différences, eh ben, la grandeur qui correspond à la valeur d'enthalpie nulle va disparaître complètement dans le calcul. Donc que l'on utilise une référence ou une autre, dans les deux cas, le calcul nous donne une différence d'enthalpie entre la vapeur saturée et le liquide saturé qui est à peu près de 180 kJ par kilogramme. Donc vous retrouvez exactement les mêmes valeurs de, ici, chaleur latente, à la précision de mesure près. Parce que le diagramme, en général, on lit des grandeurs de façon un petit peu moins précise que sur une table, parce que c'est la lecture d'un diagramme. Donc, ça c'est vrai sur cet exemple que je donne là, mais c'est vrai en général. Lorsque l'on calcule des différences en thermo, peu importe effectivement le point de référence que les auteurs ont pris. Par contre, ce qu'il ne faut pas faire, c'est prendre une valeur d'enthalpie dans une donnée, et l'autre valeur d'enthalpie dans un autre tableau. Parce que là, du coup, la différence sera fausse, puisque la valeur H à T0, P0 ne sera pas prise au bon endroit dans l'une et dans l'autre. Donc attention, lorsque vous utilisez des tables, soit vous vérifiez bien que le point de référence, donc le point T0, P0 à laquelle on a pris l'enthalpie nulle ou à laquelle on a pris l'entropie nulle, etc., sont les mêmes, et dans ce cas-là, vous pouvez mélanger des données de telle ou telle hauteur, soit vous évitez de mélanger les données que vous avez issues d'un tableau et issues d'un autre. Donc d'autres grandeurs sur lesquelles je vais passer plus rapidement, qui sont également des rappels de l'année dernière, sont les notions de coefficient calorimétrique, qu'on appelle aussi capacité calorifique. Donc ces coefficients apparaissent souvent lors des calculs de variation d'énergie interne, de variation d'enthalpie ou de calcul de quantité de chaleur échangée. Donc très rapidement, donc on définit deux types de capacité calorifique ou coefficient calorimétrique. Une à volume constant, comme son nom l'indique, qui est notée CV, et une à pression constante, qui est notée CP. Ces grandeurs, c'est la chose à laquelle il faut faire attention, c'est que ces grandeurs sont définies soit globalement pour une quantité de matière définie, donc en joules par Kelvin, soit, et en général on les retrouve comme ça, spécifiquement, donc en valeur molaire ou en valeur massique. A noter qu'à chaque fois, on peut les trouver en joules par mol et par Kelvin, ou en joules par mol et par degré Celsius. C'est strictement la même chose que l'on définisse par Kelvin ou par degré Celsius, parce que c'est pour un écart de 1 Kelvin ou pour un écart de 1 degré Celsius. Et un écart de 1 Kelvin ou un écart de 1 degré Celsius, c'est la même chose. Donc à partir de ce niveau du cours, vous pouvez réaliser la deuxième application de ce cours 1 qui va vous permettre d'étudier les changements de phase, donc dans le cas d'un exemple, et encore ici un exemple avec de l'eau. Alors d'autres rappels très, très rapides sur la notion notamment de mélange dans le cas du gaz parfait. Alors pourquoi c'est important? Parce que c'est des choses qu'on retrouve assez fréquemment, notamment lorsqu'on étudie le bâtiment, mais aussi lorsqu'on étudie des cycles thermodynamiques. Donc tout d'abord, le mélange de plusieurs gaz parfaits, ça reste un gaz parfait. Pourquoi? Parce qu'un gaz parfait, c'est un gaz à pression faible. Donc lorsqu'on mélange deux gaz à pression faible, ça reste un gaz à pression faible. Donc on peut de la même façon faire l'hypothèse du gaz parfait dans le cas du mélange. Souvent, lorsqu'on étudie mélange, on retrouve des notations qu'on note X. Alors ici, c'est X, je ne vais pas les appeler des titres en quelque chose, je vais plutôt les appeler fractions. Donc souvent, c'est des fractions molaires. Et qui sont notées X quelque chose, ici XI pour être général. Donc c'est la proportion de nombre de moles du composant I dans l'ensemble d'un mélange. La notion de pression partielle, c'est également des rappels, c'est une notion importante, c'est la pression qu'exercerait
ce gaz dans le mélange s'il occupait tout seul tout le volume offert dans les mêmes conditions thermodynamiques au mélange global. Et ce qui est intéressant, c'est que le rapport de la pression partielle du composant I sur la pression totale est égal au rapport molaire et égal à la fraction molaire correspondante. Et dans le cas du gaz parfait, on peut appliquer ce que l'on appelle la loi de Dalton, qui dit que la pression totale d'un mélange de gaz parfait est égale à la somme des pressions partielles de chacun de ses constituants. Alors, l'air humide, c'est un exemple très utilisé de mélange de gaz parfait. Donc, je ne vais pas revenir sur l'utilisation du diagramme de l'air humide, je ne vais pas revenir sur les notions de psychrométrie, parce que c'est quelque chose que vous voyez dans le cours de génie climatique. Mais donc, l'utilisation de ce diagramme, c'est issu aussi de la thermodynamique des mélanges des fluides. Et donc, pour l'utilisation de ce diagramme, je vous propose une application, une dernière application aujourd'hui. Donc, cette application vous permet de calculer les caractéristiques d'un mélange d'air humide à partir donc, de l'utilisation de ce diagramme. Donc, cette application va terminer ce premier cours. Donc, j'espère que l'utilisation de cette vidéo en ligne vous a convaincu. N'hésitez pas, je le rappelle, à utiliser le forum que vous avez en ligne sur le AD et à poser l'ensemble des questions qui n'ont pas été traitées et qui vous intéressent par rapport à ce domaine. J'y répondrai le plus rapidement possible. À bientôt!